Débranchez les batteries. H-1 minute. Top. Dès la fin des années 50 et l'essor de l'astronautique, des jeunes ont eu envie, eux aussi, de fabriquer des petites fusées et de les lancer. Mais devant les problèmes de sécurité que posait cette activité nouvelle, les autorités, dans une circulaire de 1962, ont donc chargé le CNES de contrôler et de suivre ces activités. C'est sous l'impulsion du directeur général du CNES de l'époque, le général Aubinière, et de Michel Bignet, futur directeur général du CNES, que ces activités ont été encouragées et que le partenariat avec Planète Science s'est créé. Monsieur Delaunay, vous représentez ici l'organisme officiel. Oui, je représente le Centre national d'études spatiales. Et vous allez aider ces jeunes qui vont lancer une fusée. Exactement. La première campagne de lancement de fusées pour des jeunes s'est déroulée le 24 novembre 1963 sur le terrain militaire de Sissonne, au nord de Reims, dans l'Aisne. Elle a été organisée pour mettre en œuvre une fusée de l'AAA, l'Association des amateurs d'astronautique. La fusée Algol 1F embarquait un rat, Anatole, et a été équipée d'un moteur ATEF 74. Mais le vol s'est soldé par un échec, du fait de l'ouverture prématurée de l'ogive. La 3A est le premier à avoir adhéré aux propositions du CNES. Et comme la 3A avait quand même pas mal de moyens techniques, logistiques, autour de lui, il a pu anoter un peu les médias. Et donc la première campagne, la campagne de Sissonne, les photos qu'on a sont des photos de Paris Match par exemple. Et donc le CNES a utilisé ce club qui était médiatiquement connu pour développer le système. Alors la première campagne qu'on a faite, c'est celle de décembre 63, la deuxième, où il y avait deux tirs. Il y avait le tir du CSI, enfin d'Europe Alpha, qu'on avait faite, et puis le tir de la première fusée auvergnat, je crois, si je me souviens son nom, de l'Orespa. Alors c'était assez épique, hein, parce que, c'était en hiver, c'est au mois de décembre, donc la courtine en hiver, c'est pas terrible. Et on est parti avec la fusée dans le coffre, bien sûr, sans le moteur, puisque c'était le nouveau principe. Et on est parti dans une vieille traction qui est tombée à peu près en panne tous les 150 km. On est arrivé dans un état absolument lamentable. Et à l'intérieur de la fusée, la séparation se faisait par un boulon explosif qu'on avait construit avec Michel Maurice au lycée technique de Vauban. Et le boulon explosif, c'était, à mon avis, un boulon qui était plus que largement dimensionné pour la fusée. Et Gérard Venturini a voulu faire un dernier essai avant le tir. Ça, c'était le samedi, je crois. Il a voulu faire un dernier essai avant le tir. Évidemment, posant la fusée sur le sol avec le boulon explosif, on s'est retrouvé avec un truc qui était haut comme ça, quoi. Donc il a fallu reconstruire à peu près tout dans la nuit et essayer de retrouver autour de la courtine des éléments qui nous permettent de la faire. Alors c'était un peu du bric-à-brac. Elle a fonctionné, le parachute s'est ouvert, mais on n'a jamais retrouvé la fusée. On n'a jamais retrouvé la fusée. Alors il y a eu tout un tas d'idées là-dessus. Le CNES voulait savoir ce qu'on avait fait, ce qu'on avait mis dedans, enfin bon, un certain nombre de trucs complètement déments. Vous avez mis une petite bête là dans cette fusée. Pourquoi ? Oui, pour faire une expérience biologique, surtout un peu de survie en vol accéléré, vu l'accélération qu'il y a quand même, et différence de pression extérieure et à bord de l'engin. Et alors pour attirer tout le monde, parce que je me souviens qu'on avait la présence de la télévision japonaise qui était là, et pour attirer les journalistes, à l'époque on mettait des souris dans les fusées. Hein. Pratiquement toutes les fusées, les premières fusées avaient des souris, que ce soit la 3A, Jeune Science, l'Orespa ou nous, on avait des souris. Alors le CNES a commencé par interdire ça, c'est-à-dire de ne pas interdire mais demander à ce qu'on passe à autre chose plutôt qu'à des souris. Ils sont venus de loin, tous les copains de l'espace aujourd'hui, tous les amateurs de l'aéronautique et de l'astronautique. Ils sont venus membres d'une secte étrange, s'installer en grand secret quelque part en France, sur un terrain militaire, un terrain sévèrement gardé. On ne sait jamais ce qui peut arriver.
Doucement, attention autour des... Doucement. Je demande à service de sécurité, je vous demande à tous d'évacuer le plus vite possible. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Déception, la fusée du fiston n'est pas partie. Départ raté, que s'est-il passé? Eh bien, il y a eu un fil qui a été arraché par quelqu'un en marchant ou brûlé, je ne sais pas exactement. Enfin, les garçons sont en train de le réparer. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Les premières campagnes de lancement étaient assez rudimentaires. Elles ne duraient qu'une journée ou deux. Elles étaient organisées en fonction des projets des clubs et n'intervenaient que quand ceux-ci étaient prêts. Ainsi, on compte pas moins de 7 campagnes de lancement entre novembre 1963 et septembre 1965. Donc il y a tout ça, il y a un énorme fourmillement scolaire, éducatif, social, que tout ça se fait sur une fin de guerre d'Algérie, sur une relance du pays, sur l'espace sur l'espace triomphant, sur le départ du programme Apollo. Parce que l'idée du CNES était la suivante, c'est que quand le CNES a été créé, il manquait de main-d'œuvre. Et il est évident que le CNES a vu tout de suite l'intérêt de récupérer les clubs pour en faire l'élément phare du système, quoi. C'était évident. Il faut reconnaître que de nombreux jeunes qui ont commencé par lancer des fusées se sont dirigés dans les facultés vers la recherche spatiale ou vers les laboratoires, s'occupant directement ou indirectement de questions relatives à la recherche spatiale. Ces jeunes, c'est évidemment un vivier pour des futurs ingénieurs dans les carrières spatiales ou plus largement scientifiques, aéronautiques, au CNES comme dans l'industrie. Donc c'est évidemment les jeunes qui mettent sur leur CV qu'ils ont participé à une aventure comme ça, c'est évident que ça a un prix important auprès des recruteurs. Je me rappelle quand j'étais gosse, quand j'avais 14-15 ans, j'ai toujours fait des fusées. Ça m'a fait faire des fois des bêtises, mais enfin, j'étais très passionné par ces fusées. C'est parce que des dizaines de jeunes gens faisaient de même dans toute la France que le CNES a proposé à ces passionnés de l'espace de leur fournir gratuitement des propulseurs et de contrôler les opérations de lancement de leurs fusées. Le rôle du CNES a toujours été d'amener de manière professionnelle des gens habilités à manipuler des objets pyrotechniques que sont les moteurs. Alors le CNES intervient à ce moment-là parce qu'il est le fournisseur des clubs de jeunes en France, des propulseurs, et il est responsable de leur sécurité. On ne peut pas se contenter, si vous voulez, d'être un magasin de propulseurs pour des jeunes, parce que fournir un propulseur à des jeunes, ça veut dire les informer sur ce qu'est la propulsion des fusées, et aussi les informer sur, on pourrait dire, les tenants et les aboutissants des expériences qu'ils réalisent. Je transporte le propulseur de la fusée qui va partir. C'est un ISAR, c'est un petit propulseur qui va permettre de la faire monter à 1500 mètres en 15 secondes. Et c'est dangereux? C'est pas dangereux à partir du moment où on respecte un certain nombre de règles de sécurité. Bien, l'image d'une campagne varie énormément selon la facette par laquelle on la regarde, que ce soit membre de club, bénévole plein essence ou salarié CNES. Quoi qu'il en soit, l'image qu'il faut garder, c'est que les contraintes de sécurité, les distances de sécurité qui sont appliquées visent à faire respecter les mêmes critères de sécurité que pour un lancement Ariane, Soyuz, Vega. Historiquement, les campagnes ont été calquées sur l'organisation du site fusée-sonde et de tout ce qui était équipe fusée-sonde. Et parmi les grands de fusée-sonde, il y avait donc dans la partie pyrotechnique Joseph Mercier. Donc Joseph Mercier était quelqu'un qui avait vraiment la partie calme, sécuritaire, vraiment quelqu'un qui s'énervait jamais, qui était très pédagogique, qui expliquait aux jeunes ce qu'était un moteur, ce qui allait se passer un petit peu après. Il y avait André Le Baïf aussi, Marcel Boutin qui a fait partie de la direction des lanceurs après. Ensuite, dans les années 90, on a eu l'arrivée de Denis Dillan, Daniel Kumurgian. Denis Dillan a permis de mettre vraiment au carré tout ce qui était conformité entre la réglementation pyrotechnique et les règles d'utilisation de la partie campagne, entre guillemets, ce qu'on appelait les campagnes. En même temps, il y avait donc Castello qui était à la qualité
et qui est un grand pyro, Eric Schmitt aussi, qui moi m'a trouvé lorsque je voulais faire des fusées et qui ensuite m'a amené à la pyrotechnie, et c'est un peu pour ça que je suis rentré au CNES entre guillemets, enfin ça m'a permis d'accéder à la pyrotechnie. Et maintenant les équipes se renouvellent, je ne dirais pas d'année en année, mais les équipes actuelles c'est Nicolas Verdier, Pierre O'Malley. Et puis moi maintenant j'ai un petit peu plus dérivé vers tout ce qui était contrôle, contrôle projet, puisque l'autorisation de lancement est aussi entre guillemets une prérogative du CNES, où on engage vis-à-vis de la sauvegarde le fait que les fusées ne seront pas dangereuses, répondant au cahier des charges et tout ça, et qu'elles sont compatibles des moteurs qu'on leur propose. C'est branché. Quelle est la qualité? Bon, elle fixe, l'engin est marche. Les premiers moteurs mis à disposition des clubs étaient des propulseurs dérivés de fusées sonde ou paragrèle. Puis, avec l'aide des experts en pyrotechnie du CNES, des propulseurs spécifiques ont été développés et fournis par des industriels comme Lacroix, Ruggieri ou la SNPE. Depuis 2006, le choix s'est porté sur la gamme Pro XX du Canadien Cesaroni, qui présente l'avantage d'être rechargeable et donc économique. Au total, c'est une trentaine de modèles de propulseurs différents qui a équipé les fusées expérimentales de jeunes depuis 1963. Mais au fur et à mesure, ça s'est organisé, le CNES a mis des moyens à disposition, et puis les clubs se sont organisés aussi sous la houlette de la RNSTJ, puisque en fait le grand démarrage, ça a été l'Assemblée Générale de décembre 65. Et c'est en fait grâce à la campagne d'avril 65 qui tourne, on est en plein hiver encore, on est à la courtine. Il y a des gens veulent tirer des fusées avec des rats encore, des ogives éclairantes. Bon, c'est un truc éclairant. Enfin, c'est magnifique, et en même temps, donc c'est un bordel. Et tout ça coince. Et à ce moment-là, moi quand même qui ai 8 ans d'armée derrière, je me dis à un moment donné, il faut peut-être faire quelque chose. Et on met en place l'organisation. Et à ce moment-là, l'appui en fait va se faire, comme moi j'ai un geste de 80 membres à l'école. Bon, à l'école, on a les photos, j'ai 80 gamins qui sèchent les cours pour venir au fond de ma classe pour bricoler les fusées, de façon Francis Gérard, Mickey, etc. Donc, à ce moment-là, on décide de faire une infrastructure association, en particulier, disons en gros, autour de la communication et de la mise à feu, c'est-à-dire faire créer une boîte de mise à feu, machin, etc. Et donc c'est là où on va commencer à faire comprendre que l'association doit être maîtresse quelque part dans une situation logistique, bien sûr sous contrôle du CNES, avec une fiabilité donnée, mais aussi en ayant à ce moment-là la possibilité de dialoguer avec les clubs, y compris de savoir ce qu'il y a dedans, car beaucoup de clubs ne voulaient pas dire ce qu'il y avait dedans. Ça, c'était le complexe recherche. Et si mon expérience était meilleure que celle qui est en train de se faire à Maguire, et donc voilà, blablabla. Le CNES s'est rapidement appuyé sur l'Association nationale des clubs scientifiques, ANCS, l'ancêtre de Planète Science, pour encadrer ses activités de jeunes et suivre les projets. À partir de ce moment, Planète Science a mis en œuvre une méthode de projet pour suivre les clubs. Cette méthode, issue des grands programmes spatiaux, permettait de suivre et d'échelonner les activités pour permettre aux clubs d'arriver en temps et heure pour le moment des lancements. Donc le travail de Planète Science tout au long de l'année, c'est de suivre ces projets, de leur mettre à disposition des moyens, des cahiers des charges, des fois des aides techniques, des suiveurs ou d'autres bénévoles pour les aider, pour que justement lors du C-Space, ils puissent mettre en œuvre leur projet, le lancer et que ce soit une parfaite réussite. C'est le rôle éducatif en fait, du CNES qui est exprimé à travers Planète Science dans cette manifestation. Et donc j'ai avec moi toute une équipe de contrôleurs qui donc vérifie la sécurité et le bon fonctionnement des fusées avant de les lancer. 6, 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu.
avec le temps, les projets ont été d'un niveau technique de plus en plus élevé. Il a fallu accompagner les clubs sur des projets innovants comme les fusées billettage, la propulsion à eau pressurisée. Du côté de l'électronique aussi, il y a eu de grosses évolutions dans les années 90, la télémesure numérique, la réduction de masse des émetteurs. Et tout ça a permis au projet d'être de plus en plus innovant et de permettre des expériences une gamme d'expériences de plus en plus large. À l'intérieur de cette fusée expérimentale, les jeunes concepteurs de l'engin ont disposé un magnétophone. L'objectif est d'enregistrer le son pendant 1 minute et 19 secondes du vol, de façon à vérifier que les principales étapes, comme l'ouverture du parachute, se sont déroulées au moment prévu. Voici le résultat, comme si vous y étiez. Jean-François Clairvoy, vous construisiez des fusées quand vous étiez jeune? J'étais membre d'un club, le GAREF, le groupe amateur de réalisation et d'études de fusées, il y a 20 ans, qui a réalisé aussi des grosses fusées qui sont parties à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude. J'apprenais à manipuler les amplificateurs opérationnels qu'on n'enseignait même pas dans les écoles d'ingénieurs à l'époque. Je l'ai appris à Supaéro seulement 10 ans plus tard. Voici une des fusées les plus sophistiquées du festival. Gyromaster, c'est son nom de baptême, se base sur le champ magnétique terrestre pour se repérer et orienter sa propre rotation. Et puis en marge de ces activités de fusée expérimentale et de ballons, il y a eu quelques autres expériences d'envergure qui ont été menées en partenariat avec le CNES. Je pense notamment aux satellites de l'ESI Espace et du GAREF, et puis au projet Atalante qui a été lancé en Guyane depuis Kourou. En dehors des campagnes de fusées expérimentales, il est possible depuis le milieu des années 80 de lancer des fusées plus petites, les mini-fusées, qui sont lancées un peu partout en France, au plus près des clubs, sur des terrains assez grands et avec des autorisations que Planète Science se charge d'obtenir. Encore plus récemment, depuis 2010, Planète Science s'est vu confier par le GIFAS l'organisation de la manche française du Rocketry Challenge, qui est une compétition internationale initiée aux États-Unis en 2003. Un an sur deux, Planète Science organise la finale au Bourget. L'année où la finale n'est pas au Bourget, la finale est à Farnborough en Angleterre. Le Rocketry Challenge 2013 est une compétition internationale destinée aux jeunes qui met aux prises des équipes de 3 à 6 personnes. L'idée étant de lancer des mini-fusées à une certaine altitude, environ 200 mètres, qui ont été dessinées et construites par les équipes. Ces mini-fusées doivent transporter un œuf de poule cru. À l'issue de l'ascension, lorsque le moteur s'arrête, la charge utile est séparée de la fusée et redescend au sol sous un parachute. Le problème étant évidemment de récupérer l'œuf intact. Si l'œuf est légèrement endommagé, l'équipe est disqualifiée. Donc les campagnes de lancement en France ont très tôt accueilli des équipes étrangères, d'Europe et même de Tunisie, jusqu'à organiser en 92 à Mourmelon une campagne internationale. Et puis depuis, on a toujours accueilli des équipes étrangères venant des 4 coins du monde, les Japonais fidèles au C-Space, et puis également des Russes, des Autrichiens, plus récemment des Indiens. Soyuz Aviskaros, c'est des étudiants russes qui viennent lancer une fusée fabriquée par eux sur un sol français.
D'ailleurs, justement, des gens qui rêvent, mais qui concrétisent leurs rêves, ce sont les jeunes passionnés qui conçoivent et construisent des fusées expérimentales. Ces fusées, il n'est pas question de les lancer depuis leur jardin. C'est pourquoi cet été, un terrain militaire de la campagne Berrichonne s'est transformé pendant quelques jours en un petit Cap Canaveral. Donc en fait, c'est en 1994, quand on s'est installé à Bourges, que les campagnes de lancement ont commencé à accueillir du public. Dans un premier temps, les clubs ont été amenés à transformer leur atelier en petite salle d'exposition. Il y avait pas mal de logistique aussi, puisqu'on avait ramené une arène 5 de 11 mètres de haut qui a été érigée avec pas mal de difficultés le long d'un grand boulevard à Bourges. Nous avons mis en place des animations diverses, micro-fusées, fusées à eau, planétarium. Voilà, ne partez pas avec la nacelle part. Walton a l'air d'être resté accroché. Bravo. Nous avons aussi organisé une journée VIP. Voilà, et donc c'est comme ça qu'est né, sous l'impulsion de Pierre Lebrun à l'époque, le Festival de l'espace au milieu des années 90. Un peu l'ancêtre du Safe Space, du point de vue médiatique. En 2 secondes et demie, le moteur est mort. Il a brûlé tout son carburant, comme l'indique la fumée noire de fin de combustion. À ce moment, la fusée est déjà à 250 mètres de hauteur et a atteint sa vitesse maximale autour des 600 km/h. Elle va continuer sur son élan et grimper jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Elle s'incline alors lentement pour commencer sa descente. La trappe du parachute s'ouvre. Le retour sur Terre va prendre 30 secondes. Tout se déroule parfaitement, mais les suspentes du parachute sont vrillées. Résultat, la fusée effectue de nombreuses rotations sur elle-même. Des rotations rapides qui rendraient la vie impossible à n'importe quel cosmonaute. Heureusement, l'atterrissage est proche. Après un tel vol, c'est bon de retrouver le plancher des vaches. Et bien pendant cet été 1996, j'étais à bord de la station Mir pour cette première mission spatiale. Et à Bourges se trouvait Michel Fellini avec tous les jeunes de la NSCJ. C'était vraiment un moment formidable parce que être en lien avec le sol à ce moment-là dans la station Mir, qui commençait à être un petit peu âgée, où les liaisons n'étaient pas faciles, c'était quelque chose de toujours très émouvant que d'avoir ce lien. Space, c'est 250 jeunes, 400 personnes sur le site DGA EM des Landes à Biscarrosse qui viennent passer une semaine pour voir l'aboutissement de leur projet et les lancer. Ce sont des projets CANSAT, mini-fusées ou fusées expérimentales qu'ils apportent avec eux, sur lesquels ils ont travaillé pendant 1 an et qu'ils viennent qualifier, finir de qualifier et lancer. Mise à feu. La fusée, c'est l'objet emblématique du spatial. On a des mini-fusées, et on a des plus grosses fusées, des fusées expérimentales qui vont embarquer des expériences. Ces fusées doivent retomber sous parachute, donc il faut concevoir le petit système qui permet d'éjecter le parachute. Et on a des fusées dont l'objectif est de tester des expériences technologiques proposés par le CNES. Ce sont les projets Perseus qui sont aussi proposés à des étudiants. On a ensuite un autre type d'objet qui est le CANSAT. Le CANSAT, ça veut dire canette satellite. Ça a la taille d'une canette de soda, c'est bourré d'électronique, c'est largué sous ballon, ça descend sous parachute et ça effectue des mesures pendant la descente. Ce que j'apprends à l'école, c'est 1% de ce que je devrais apprendre normalement. Et les 99%, je les apprends pas ici, mais j'en apprends au moins 50% ici. Les campagnes jouent un rôle formateur extrêmement important dans la capacité des gens à organiser, parce que c'est un truc compliqué, il n'y a pas de courant, il faut installer le pas de tir, il y a des problèmes de sécurité, il faut que les gens apprennent à travailler ensemble et se coordonner.
Et donc c'est tout bénéfice pour leur future carrière. Un jeune qui vient ici, a travaillé avec une équipe pendant 1 an, a dynamisé cette équipe. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des coups de déprime, ça c'est la vraie vie, et ils vivront ça plus tard. L'intérêt c'est qu'ils ont surpassé ça et qu'ils sont arrivés jusque le vol. L'échec ou réussite c'est une chose, s'il y a un échec ils en tireront les fruits. Mais ça c'est la vraie vie et c'est extrêmement formateur. Le C-Space offre l'opportunité d'une part de s'initier aux méthodes de travail qui sont celles des ingénieurs. Le développement de projet c'est une caractéristique du spatial. Donc les jeunes ils développent leurs projets de fusée comme les ingénieurs du CNES développent des projets de type Ariane ou satellite. Et le deuxième point c'est qu'effectivement sur place il y a des équipes du CNES, il y a des équipes de la DGA. Les jeunes et ces professionnels dialoguent le plus possible de manière à ce que les jeunes comprennent bien quels sont les métiers concernés et envisagent que peut-être il y a des perspectives dans le secteur. C'est quelque chose d'émouvant. On met tout notre cœur à construire ça et en l'espace de quelques secondes, tout se détruit ou c'est la réussite complète. C'est euphorique. 5, 4, 3, 2, unité, mise à feu. Unité, mise à feu. L'ambiance est la même et il y a la même tension que sur des lancements comme celui d'Ariane. Il faut vraiment vivre la campagne, c'est une expérience sensationnelle. À tout point de vue, au point de vue évidemment scientifique, mais aussi au point de vue social, enfin humain. Oui, moi le souvenir que je garde des campagnes de lancement, c'est un peu la course contre la montre des derniers jours, quand il fallait tout installer et être prêt le jour J, le mât météo, les réseaux de télécommunications. C'est un peu c'est cette ambiance conviviale et cette montée d'adrénaline que je retrouve encore aujourd'hui dans les campagnes de lancement Ariane 5 à Kourou. Allumage confirmé. Top, allumage EAP, décollage. J'aimerais vraiment vous souhaiter un très bel anniversaire pour ces 50 ans, cet bel anniversaire des campagnes. Bon anniversaire à tous, c'est les 50 ans. Cette très belle histoire n'a aucune raison de s'arrêter et je souhaite à de plus en plus de jeunes de s'y intéresser et pourquoi pas l'un d'entre eux de travailler sur des fusées qui iront très très loin, des sondes interplanétaires et pourquoi pas peut-être même quelques astronautes. Joyeux anniversaire au C-Space et on espère encore 50 ans de clubs spatiaux. Joyeux anniversaire au C-Space! Bon anniversaire au C-Space et bon vol à tous! Bon vol. Je vous présente Excalibur.